Au sommaire aujourd'hui, François Asselineau détruit et démasque l'imposture sioniste de Zemmour. Manuel Bompard recadre et humilie une journaliste incompétente de France Info. Et pour finir, séquence inédite, Morandini prend la défense des musulmans face à un journaliste islamophobe, du jamais vu. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour voir cette séquence. On commence avec François Asselineau, qui démonte et démasque enfin l'imposture de Zemmour. Regardez. Le problème, c'est que je n'ai pas les mêmes soutiens que Zemmour, et ce que je propose n'a rien à voir avec Zemmour. Parce que Zemmour ne propose pas de sortir de l'UE, ni de l'euro, ni de l'OTAN. Zemmour propose de tout faire pour qu'il y ait une guerre civile en France, parce qu'il n'a aucune solution à part jeter de l'huile sur le feu, tous les jours jeter de l'huile sur le feu, pour qu'au bout du compte, les Français se disent « ben oui, ben finalement, la France est dans la même situation qu'Israël ». Il le dit maintenant. Hein. Zemmour est un agent du Likoud, c'est tout. Voilà. Et qui le dit à part moi? Tout le monde de la classe politique le sait. Hein. Enfin, quelqu'un qui le dit, Zemmour est un hypocrite. Il flatte sans arrêt les Français racistes en leur répétant ce qu'ils ont envie d'entendre. Il leur fait peur avec ses histoires de grands remplacements, en leur disant que l'islam va remplacer le christianisme. Mais le pire, c'est qu'il est lui-même le contraire de ce qu'il défend. Il est juif et ses parents venaient d'Algérie. En fait, il fait partie de ce changement de population qu'il critique tant, mais pour lui, ça ne pose pas de problème parce qu'il est juif. Autrement dit, Zemmour est un agent sioniste infiltré en France au service d'Israël, comme Asselineau l'a dit. Ce qu'il vend, avec l'aide des médias, c'est un faux patriotisme, une propagande pour les gens qui ne réfléchissent pas. Une autre imposture, Jordan Bardella, un homme qui a juste le bac et qui s'est fait humilier en public par Polska. Et le voilà aujourd'hui, à peine 30 ans, qui rêve déjà de devenir président en 2027. Xavier Bertrand résume tout ça parfaitement dans la séquence qui suit. Regardez. C'est pas M. Bardella, du haut de ses 30 ans, qui va nous dire qu'il a l'expérience nécessaire. Hein. Mais pourtant, il plaît. Hein. 37%. Mais pour l'instant, dans les sondages. Ouais. Pour l'instant, dans les sondages, on est à 1 an et demi d'élection présidentielle. Non, ouais. mais vous voyez pas un peu le culot? Il y a même des parlementaires RN qui disent « Ah si, il a de l'expérience, il a fait des jobs d'été. » Non, mais on se moque de qui? On parle de quoi? Vous le prenez pas au sérieux, Bardella? On parle de quoi? Vous le prenez pas au sérieux? Attendez, mais il y a... Pour vous, c'est un rigolo? Mais je suis pas le seul à pas le prendre au sérieux, Non, mais je suis peut-être l'un des rares à le dire. Vous savez pourquoi? Parce que tous, ils ont la trouille. Parce que comme il est haut dans les sondages, et que les gens se disent c'est peut-être lui le vainqueur ou c'est peut-être eux le vainqueur, il y a personne qui ose dire qu'il est creux. Il y a personne qui ose dire que si... Il est creux? Laissez-moi finir, c'est important. Il y a personne qui ose dire que Madame Le Pen, on a vu ce qu'elle avait donné aux 2 débats présidentiels, mais elle a, comment dirais-je, elle a travaillé ces dossiers. Vous dites elle a la bouteille? Ouais, l'expérience, les échecs, ça crée de l'expérience. Pourtant, vous savez, Dieu sait combien je lui suis opposé. Monsieur Bardella, lui, n'a pas travaillé ses dossiers, il les a répétés. Et quand vous voyez, il ne connaît rien au sujet, il ne connaît rien à la vie. Rien à rien? Attendez, encore une fois, 30 ans, c'est un formidable âge. Mais on a aujourd'hui plus de bouteilles 50 ans à 60 ans qu'on en a à 30 ans. L'amateurisme, ça va bien. Ouais. On parle d'un pays de 68 millions de personnes, la 7e puissance mondiale. Et on ne va pas nous faire croire qu'à 30 ans, on est tout à fait capable de diriger un pays comme le nôtre. Rien n'est jamais écrit, et certainement pas la victoire des extrêmes, et certainement pas, contrairement à ce qu'on pense, un débat et un duel mortifère entre les dirigeants de LFI et les dirigeants du Rassemblement national, que ce soit Madame Le Pen ou Monsieur Bardella, qui, entre parenthèses, soutient Madame Le Pen en ce moment, comme la corde soutient le pendu. Monsieur Bardella, et ça se voit. Hein? Monsieur Bardella soutient Marine Le Pen comme la corde soutient le pendu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous n'avez pas vu ses dernières interventions? Non. Il est déjà en train de la passer par pertes et profits. Mais il est plus auquel d'ailleurs dans les sondages? Ça va certainement faciliter les choses entre eux. Vous dites il est creux? Évidemment. Vous avez d'autres qualificatifs pour lui ou pas? Je n'ai pas besoin de me lancer dans un concours de qualificatifs. Moi, j'ai juste envie de dénoncer la réalité aujourd'hui, la situation, la solidité dont on a besoin pour diriger un pays comme le nôtre, avec le contexte que nous avons, et intérieur et extérieur, et qu'on n'est pas obligé d'avoir peur en se disant si c'est les vainqueurs, vaut mieux rien dire. Jordan Bardella ne possède ni l'expérience, ni la culture nécessaire pour gouverner. Son seul véritable talent et de répéter des discours agressifs envers les immigrés et les musulmans, tout en maîtrisant la communication sur les réseaux sociaux. En réalité, il se contente de réciter des leçons apprises par cœur. Dès qu'on aborde un sujet un peu complexe, il est complètement perdu. Quand on parle d'économie, il est nul. Sur la politique internationale, il est tout aussi perdu. Alors imaginez-le face à un dirigeant comme Trump, chargé de défendre les intérêts de la France. Il se ferait littéralement dévorer tout cru. Mais selon François Ruffin, le Rassemblement national pourrait atteindre le second tour si Le Pen ou Bardella se retrouvaient face à Mélenchon. Regardez.
En juillet 2024, vous répondiez à une question à notre confrère de BFM, Anthony Lebos, en estimant, je cite, que Jean-Luc Mélenchon était un boulet pour la gauche et un obstacle au vote. Est-ce que vous le pensez toujours et est-ce que vous le rediriez aujourd'hui ? Je le dirais peut-être pas de cette manière-là, mais je dirais qu'en revanche... Est-ce que vous l'avez regretté ? Non, je regrette pas, c'est pas le souci, mais en revanche... S'il y a une certitude, c'est que dans un deuxième tour face à Marine Le Pen, lui qui était très nettement vainqueur en 2017, dont la cote de popularité était largement plus élevée, la confiance, etc., aujourd'hui, on perd. Voilà mon souci. En second tour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, c'est Marine Le Pen. Il n'y a aucun doute. Vous regardez tous les sondages d'opinion. Malheureusement, Marine Le Pen et Jordan Bardella arrivent en tête de tous ces classements et Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon sont en queue. Et ben, ça veut dire que quand même... Comment on peut l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2027 ? Il n'y a pas à empêcher. Je veux dire, tout citoyen est libre faire perdre la gauche. Tout citoyen est libre de se présenter dans notre pays. Enfin, s'il réunit les 500 signatures de maires, etc., etc. Je veux dire, moi, je viens pas pour parler de Jean-Luc Mélenchon. Pour l'instant, même s'il faut être très prudent dans les études d'opinion, on voit qu'il y a une dynamique. Il est à 12,5% dans le dernier sondage qui a été publié par justement BFM avec nos confrères de l'Institut ELAB. Vous dites c'est le pire. Est-ce que c'est pas le meilleur candidat pour la gauche, Jean-Luc Mélenchon ? Peut-être que ça fait un bon candidat de premier tour, mais vous savez, il a lui-même dit que pour le deuxième tour, il y aurait la magie du deuxième tour. Bon, je ne sais pas comment on fait sortir des millions d'électeurs d'un chapeau comme un lapin pour un prestidigitateur. Je suis assez sceptique sur ce miracle qui se produirait dans les 15 jours de l'entre-deux-tours. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il nous faut qu'il y ait une autre option. J'avoue que là, je ne le suis pas du tout. En 2022, la France insoumise faisait 22%, contre à peine 2% pour tous les autres partis de gauche réunis. En 2027, malgré toutes les attaques et les polémiques bidons, LFI sera au second tour, en écrasant le reste de la gauche au passage. C'est clair que tout le système, médias inclus, sera du côté de Bardella. Mais l'intérêt du peuple qui trime, lui, sera derrière Mélenchon. Et pour finir, rappelons que François Ruffin ne croyait déjà pas aux chances de Mélenchon en 2022, et pourtant, on a vu le résultat. En parlant de la France insoumise, Manuel Bompard a complètement recadré et humilié une journaliste. Il est fort, Bompard, hein ? Et dire que cette journaliste travaille sur le service public, payé avec nos impôts, pour au final reprendre les éléments de langage de l'extrême droite, c'est incroyable. En France, dès qu'un citoyen musulman s'engage en politique, on le traque, on lui colle des fake news et on le traite d'islamiste. Alors que pendant ce temps, aux États-Unis, une partie de l'électorat juif a voté pour ce maire. CNews et compagnie ont tellement affusé dans tout l'espace médiatique que plus personne ne prend du recul. Un homme vient d'être élu maire de la plus grande ville des États-Unis et de la première place financière mondiale. Et pourtant, les seules questions qu'on lui pose concernent sa position vis-à-vis des Juifs. Son programme économique, social et écologique passe totalement au second plan. Franchement, c'est hallucinant. Sinon, l'histoire des filles voilées à l'Assemblée nationale a créé une telle polémique que presque tous les députés ont pris la parole dessus. Sérieusement, il n'y a pas des sujets plus importants que ça ? Pour Sandrine Rousseau, stigmatiser des enfants juste pour faire de la petite politique, c'est indigne. Regardez. Stigmatiser des enfants pour faire de la petite politique, c'est indigne, c'est irrespectueux, c'est mettre en danger des enfants. C'est sale, en fait, de faire ça. C'est sale. Et ce que fait le Rassemblement national avec ça, c'est sale. Et pour autant, quand je vous dis ça... mais les questions sous-jacentes ou elles doivent être Je viens de vous dire qu'une enfant en primaire, pour moi, n'a pas à être voilée, quand bien même elle est musulmane, et quand bien même, une fois adulte, elle pourra très bien se porter le voile si elle le souhaite, si telle est sa volonté à elle. Et ça, je le défendrai, parce que c'est une forme de liberté, voilà, et que je le défendrai. Par contre... une enfant, surtout en primaire, me semble être beaucoup trop jeune pour porter ce type de vêtements et donc je ne suis pas en soutien de cela, évidemment, d'aucune manière, mais par contre la stigmatisation d'une enfant, ça c'est extrêmement grave aussi. Pour clarifier les choses, est-ce qu'il faudrait légiférer sur le sujet ? Gabriel Attal avait proposé notamment d'interdire le voile pour les fillettes de moins de 15 ans. De l'interdire où ça ? Dans l'espace public. En tous les cas... Sur cet aspect-là, comme sur tous les autres, il y a la loi, rien que la loi, toute la loi. Aujourd'hui, la loi autorise manifestement que des fillettes arrivent à l'Assemblée comme cela. Eh bien, nous verrons s'il y a une nouvelle loi. Moi, je pense que il y a
Enfin, je voudrais quand même dire ici que les femmes ont le droit de porter un voile. Après, c'est la question des enfants et de leur liberté. Voilà, c'est la question des enfants, de leur liberté, de leur construction, de leur autonomie. Est-ce qu'il faudrait légiférer et donc, ou pas il y a quelque chose pour moi à mettre en place pour mieux protéger les enfants des parents qui ont toute opinion d'ailleurs, qui peuvent les mettre en danger. Mais là, en l'occurrence, je regrette que par exemple la question des parents ou du règlement de l'école ne soit pas interrogée, puisque en réalité c'était une école, d'après ce que j'ai compris, qui était une école catholique. Donc il ne faut pas changer la loi. Il ne faut pas changer la loi sur ce sujet. En tous les cas, qui concerne les mineurs. En tous les cas, on ne peut pas la changer sur la dénonciation par un député du Rassemblement national en stigmatisant une enfant devant toute la France. J'évoquais la proposition de Gabriel Attal qui date voilà. d'il y a plusieurs mois. Oui, eh bien, on parlera de la proposition de Gabriel Attal quand elle arrivera dans l'Assemblée nationale. Exactement. L'extrême droite va jusqu'à stigmatiser de jeunes filles juste pour faire de la récupération politique. Ils n'ont vraiment aucune limite. Heureusement qu'il y a les musulmans. Ça permet toujours aux médias de revenir à leurs fondamentaux journalistiques, c'est-à-dire éviter de parler des vrais problèmes de société. François Ruffin a aussi réagi à cette polémique. Regardez. La loi de 1905, il y avait déjà Donc le voile est compatible avec la République. Mais bien sûr que le voile est compatible avec la République. Et le voile est un élément de la culture française. En tout cas, il est compatible avec la République. Vous savez, je vous dis, moi, mon inquiétude dans notre pays. Quand on a une chaîne qui est entièrement dédiée à pointer les musulmans du matin au soir, où je ne mets pas les pieds. Mais là, par exemple, pour revenir à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, qui a jugé que ça n'était pas acceptable. Vous jugez que quand la présidente de l'Assemblée dit ça, c'est, je cite, islamophobe, comme certains disent à gauche? En tout cas, je juge qu'elle n'est pas dans son rôle. Pourquoi? Parce que, je vous le dis, elle n'a pas fait la même chose dans un certain nombre de cas précédents pour faire respecter de la même manière le règlement de l'Assemblée nationale. Et moi, je vous dis, je souhaite qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures en la matière. Pourquoi? Parce que sinon, on a... en fin de compte, le comportement d'un Jordan Bardella ou d'un Bruno Retailleau qui vient pointer les musulmans du matin au soir, ce sont les alliés objectifs des groupes islamistes, parce que ça pousse à part. Vous savez, moi j'ai en mémoire Mohamed, qui est cadre à la SNCF, qui est trésorier d'un club de foot à Amiens-Nord, qui dit « Moi, je suis né à Amiens en face de la gare. Je me sens pleinement français. Je connais mieux la France que Jordan Bardella. Et pourtant, je dis à mon fils, tu vas devoir vivre ailleurs. » Parce qu'il se sent pointé du doigt du matin au soir. Et donc, je vous le dis, à nous, comme responsable politique, vous comme intervenant médiatique, on doit tout faire pour que nos compatriotes musulmans se sentent bien dans notre pays et que leurs pratiques ne soient pas pointées du doigt. Il y a clairement deux poids, deux mesures, comme il l'a dit. La photo de Meyer Habib en kippa a circulé partout et Yael Braun-Pivet n'a rien dit. On se demande bien pourquoi. Sinon, séquence inédite sur CNews. Morandini a pris la défense des musulmans face à un journaliste d'extrême droite islamophobe. Regardez. Merci à vous. L'hôpital public, vraiment, l'hôpital public, c'est l'exemple parfait des conséquences des 3 I. Immigration, insécurité, islam. Immigration. Alors, y a pas... Laissez-moi. Mais non, mais vous ramenez tout à l'islam tout le temps. Franchement. À la fin, ça devient maladif, quoi. Arrivent et expliquent que leur femme ne doit pas être auscultée. Oui, d'accord, mais c'est des cas particuliers. Oui, mais tous les médecins sont pas frappés à cause de ça. Excusez-moi, enfin. Mais ça arrive à chaque fois. Oui, mais on fait pas d'un cas particulier, on fait pas une généralité. Excusez-moi. C'est une immigration qui pèse lourdement sur l'hôpital parce qu'on soigne la terre entière. C'est une insécurité où des médecins se font agresser pour des oui ou pour des non. Et c'est un islam rigoriste qui interdit à des femmes musulmanes d'être auscultées par des médecins. D'accord, c'est un cas particulier. Je vous dis pas que ça n'existe pas. Je vous dis que c'est un cas particulier. C'est un cas particulier. En fait, c'est pas pour ça que tous les médecins se font agresser. Non, mais c'est pas ce que je dis. Bon, bah oui, mais vous ramenez tout à ça tout le temps. Bien sûr que ça va Enfin, vos discours, on peut l'écrire avant même que vous ouvriez la bouche. Je peux vous dire ce que vous allez dire. Mais vous dites, il y a une tempête aujourd'hui en France. Ah bah oui, mais si l'islam n'était pas là, on serait mieux préparé. Excusez-moi, enfin, au bout d'un moment, ça devient caricatural. C'est 3 points. Si même Morandini est choqué, apparemment, le musulman est responsable de tous les problèmes de ce monde. Et bien sûr, l'Arcom ne dira rien, parce que Morandini, pour une fois, a un peu fait le job en le reprenant.